Dolema, c'est au sein de ce musée que mon guide m'attend pour une aventure en terre Bissa. Il n'habite pas ici, hein? Restez avec moi pour comprendre. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien? Je vais très bien. Ok, Dieu merci. Niaogo, dans la province du Boulgou. Aujourd'hui, je suis chez les Bissa en compagnie de mon guide Ibrahim Gebré. Alors Ibrahim Gebré, nous allons jouer à un jeu. Je vais vous donner des phrases affirmatives et vous allez répondre par vrai ou faux sans développer. Oui. Vous êtes prêts? Ok. On peut y aller? Oui. Ok. Il paraît qu'ici, on ne mange que des arachides et du boussantouba. Ben oui. Oui, affirmatif. Ok. Ici, presque chaque famille a un fils à l'étranger. Eh oui, ça c'est vrai. Ok. Et il paraît aussi que les jeunes filles d'ici rêvent de se marier avec les jeunes qui habitent ou qui se sont établis en Italie. Oui, mais pas tout à fait. Quant aux jeunes, j'ai entendu dire que beaucoup de jeunes pensent que réussir, c'est aller s'établir, aller s'installer en Italie. Pas tout à fait aussi, parce qu'on peut aussi réussir ici. Ok. Est-ce réellement vrai ou faux? Nous allons le découvrir dans cette émission de Vie rurale. Alors Ibrahim, où sommes-nous actuellement? Ici, on est précisément au sein du musée d'Olema. Ok, et je vois que vous venez de sortir d'une case. Bien sûr. Et la case dont vous venez de me voir sortir dedans, c'est la case Bissa. Ok, voilà. Donc ça représente les habitations des Bissa. Oui, bien sûr. Et quelques maisons en banco. Ok. Ici derrière moi, ok. représente la maison Gouroussi. Ok. Je vous invite à visiter le musée d'Olema. Ok. Qui est mieux placé pour nous présenter ce beau musée? La promotrice, bien sûr. Nous l'avons dénommé Dolema, qui veut dire, en tradition littéraire, on va dire garder un endroit. Mais voilà, collé au musée, on dit garant des traditions. L'idée est née depuis 2021. Essayer de faire la collecte, de conserver les objets inhérents à la civilisation Bissa. Nous avons remarqué que c'est des choses que nous avons abandonnées. C'est des choses que nous ne connaissons plus, nous-mêmes nous ne connaissons pas, n'en parlons pas de nos enfants. Nous avons voulu rappeler que nos cultures existent et qu'il faut toujours partir de la culture pour une éducation meilleure. Mais comme une civilisation ne peut évoluer seule, nous avons joint les autres civilisations en construisant leurs habitats. Nous avons l'habitat Peul, l'habitat Moara, l'habitat Gouroussi, pour montrer que il y a une certaine cohésion entre nos peuples que nous devons conserver. Si nous rentrons dans le musée, nous avons différentes catégories de thèmes. Voilà, il y a le mariage, il y a la pêche, il y a la chasse, il y a la chefferie que nous avons essayé de représenter par des objets. Dans les allées du musée, chaque objet murmure une histoire. Mais alors que Mariam peaufine les derniers détails avant l'ouverture officielle, la vie, la vraie, nous appelle à l'extérieur. Direction le cœur de la cité, la cour royale. Vêtu d'une tenue royale en façon d'Anfani et coiffé de son bonnet rouge, le chef fait son entrée. C'est par ce geste que nous lui adressons nos salutations. À l'intérieur, le sol est sablonneux. Le chef siège sur un trône imposant, de couleur rouge et or, qui tranche radicalement avec la sobriété rustique de l'abri. L'entrée est marquée par un amas de chaussures laissées au seuil par les visiteurs en signe de respect. La paillote royale, dressée au cœur du sanctuaire du Nabawubgo II, où il accorde ses audiences. Une construction basse, dont l'ossature en bois est entièrement recouverte de paille tressée, offrant une isolation naturelle contre la chaleur du boulgour. En nous accordant sa bénédiction, le chef nous confie une mission. À cause de vous,
beaucoup, le monde entier le saura. Continuer toujours sur cet élan-là. Parce que beaucoup de nos jeunes, nos enfants, s'il n'y a pas ce langage médiatique, ça va être difficile pour eux. Et nous avons des enfants qui ne viennent jamais au village. Bon, donc à cause de ça, peut-être ça peut les inciter à se rapprocher pour connaître un peu leur culture. L'habitat de Niaogo révèle la coexistence de deux époques. Les cases traditionnelles cohabitent avec les constructions modernes. On observe plusieurs cases circulaires en banco. Juste à côté de ces structures ancestrales, s'élèvent des bâtiments modernes, construits en parpaing de ciment. Nous voilà à présent sur un chantier. Ici, des jeunes volontaires s'activent dans la construction du mur de la gendarmerie de Niaogo. Né de l'initiative de la population, la construction du mur se fait sur fonds propres et témoigne de leur solidarité et de leur engagement. À travers l'appel lancé dénommé Un Niangolais, un sac de ciment, tous y contribuent avec divers dons. Les travaux de construction de ce mur ont été lancés courant octobre 2025. Comme le président Ibé a dit, chacun n'a qu'à se lever, voir ce qu'il peut porter comme la sécurité. C'est dans cette initiative-là, la population a pris. Ils ont pris comme une initiative pour faire la couverture de la gendarmerie. À nos jours, aujourd'hui, là, on n'a pas au moins 60 tonnes de ciment. On a recevoir au moins presque 20 millions en liquidité. La main-d'œuvre aussi, la population sont organisées dans les villages comme dans les quartiers et viennent faire le travail. La route de jeunesse, c'est eux-mêmes qui font la mobilisation. À tous les jours, dès que je fasse là, on n'a pas au moins de 10 ou 15 jeunes qui sont avec nous. Des élèves comme Anissé, aux maçons expérimentés comme Zakaria, chacun apporte ce qu'il a, sa force et son savoir-faire. Une organisation millimétrée où la solidarité remplace le salaire. C'est une bonne idée pour que la gendarmerie soit clôturée. Comme ça, on a décidé aussi de venir les aider au milieu de la construction. Je prends la parole au nom des maçons qui veulent contribuer à la construction du mur. Ils n'ont pas les moyens pour contribuer, mais ils ont la force puis les techniques pour travailler. Bon, on a, au nombre de 40 et quelques, on s'est organisé, on a fait des équipes de travail qu'il y ait chaque jour une équipe sur le terrain. Comme ça, le travail, chacun aura le temps de venir assister au travail. Ce goût de l'effort n'est pas né d'hier. C'est un héritage de la Révolution, une leçon que les anciens tiennent à transmettre aux plus jeunes. Cette histoire-là, ça n'est pas commencé aujourd'hui. Niangolais, ils ont commencé ça depuis au temps de la Révolution. La préfecture de Niaogo, le tout premier bâtiment qui a été construit par la population de Niaogo, avec l'accompagnement bien entendu de la diaspora. Il faut dire que la brigade de gendarmerie également a été construite par la population de la diaspora. Si vous voyez, le service départemental de l'environnement a été également construit par la diaspora avec l'accompagnement de la population. Il y a également une maison de jeunes qui est en chantier depuis déjà quelques temps. On dit c'est les vieux chiens là qui montrent la chasse aux jeunes sioux. C'est un exemple qu'on va montrer aux jeunes. Ce que nous avons essayé de faire là, on dit si un éléphant lutte pour faire tomber l'arbre, s'il ne pouvait pas, c'est son enfant qui va venir tomber sur l'arbre là. C'est ce que nous on souhaite pour laisser à nos jeunesses. Cette mentalité de contribuer à la construction de sa commune se transmet donc de génération en génération à Niaogo. Retour au musée d'Olema. L'ambiance est solennelle. Les autorités locales et même gouvernementales sont là, mais pour le chef de Niaogo, le vrai défi commence maintenant, faire vivre ce patrimoine au quotidien. Ça demande de l'entretien.
Donc j'invite toute la population à faire en sorte qu'il y ait une bonne organisation quant à l'entretien du musée. Ce que nous venons de voir n'est qu'un certain pourcentage. Ce que le musée présente n'est vraiment qu'une représentation partielle de l'immense richesse de la culture Bissa. La gastronomie Bissa, on en parle. Le Boussantouba vous dit peut-être quelque chose. Boussantouba ba mon manahem mais ko Boussana wo so wo fo ben sansa. Bia ka so sansa ba bo wona tankan. Mais wo ma. Le sansa est donc l'appellation qui convient. Mais est-ce que les Gouroussi sont du même avis? Ce plat traditionnel se prépare à base de haricots moulus. Bien que plus rare aujourd'hui, il reste le symbole d'une transmission entre les mères et les filles. Ay sarab wo ku yi ko wo ba yebe ay wo ba wo buru na banso na banso bisi ba lo na wora wo ma na ban sansabo amma ba man sinin kere an sansabo ay wo ba bisi za no wo me buru vanto on ya banso walo saram dena za no na bare dog ko ka ba so bi wo nanga do no won ahin karen ni no wo na bare do ko meni dena za ma be ko ne yen ba yeben na bare na do. Changement de décor. Nous quittons les traditions pour le quotidien d'Ibrahim. Bienvenue dans son empire local. Ici à Niaogo, je fais le commerce. Okay. Vous avez combien de boutiques à Niaogo? Ici à Niaogo, j'ai au moins 4 boutiques. Okay. Premièrement, la boutique de prêt-à-porter homme. Deuxièmement, il y a la boutique de prêt-à-porter femmes et enfants. Et la boutique des bicyclettes et les vélomoteurs chargeables aussi. Donc le quatrième, c'est toujours les mêmes bicyclettes. Voilà. Et je compte aussi aménager là-bas pour un autre projet de commerce. Ibrahim, comme tant d'autres jeunes Bissa, a connu la poussière de l'exil et les galères administratives en Guinée équatoriale. 12 ans d'aventure pour un seul objectif, revenir investir chez lui. J'étais en aventure à penser venir investir dans mon pays, précisément dans mon village. Je suis quitté dans mon village. Je suis parti en Guinée équatoriale en 2008. Les raisons qui m'ont amené à penser aller en Guinée équatoriale, c'est parce qu'ici, après l'école, on n'a pas de solution d'activité qui peut nous amener à subvenir à nos besoins. Après 12 ans, je suis revenu et le peu que je suis venu avec, j'ai pu investir dans le commerce. Et quand vous êtes parti en Guinée, qu'est-ce que vous avez fait en Guinée exactement comme activité? En Guinée, premièrement, une fois que tu sors en aventure, arriver, tout ce qui est travail, possible que tu puisses quand même gagner quelque chose, il faut essayer. Donc on a fait pas mal de travail, des bricoles, des petits travaux de sentier. Et ça n'a pas été facile. Parce qu'en Guinée équatoriale, il y a les problèmes de papier. À un moment donné, comme c'est le commerce qu'on connaît, après on a gagné un peu d'argent, on a investi dans le commerce là-bas. Durant tous les 12 années que j'ai fait. Vous êtes revenu pour investir dans votre village. Maintenant, dites-nous comment a été plutôt cette réinstallation. Ça n'a pas été facile. Au début, il y avait vraiment des tracasseries que j'ai eu même l'idée de repartir même. Mais bon, j'ai dit, bon, il faut un homme, il faut essayer. J'ai insisté et avec le petit fonds que j'ai ramené. Et avec ça seulement, j'ai progressé et j'ai pu m'installer un peu pour le moment. À Niaogo, l'Italie, le Gabon ou le Canada sont des destinations presque ordinaires. Mais le vent tourne. Zakaria, après avoir affronté la guerre en Libye,
a compris qu'on peut aussi bâtir sa richesse dans sa commune. Après la seconde, j'ai appris la maçonnerie. Je me suis dit que vraiment, restant ici, bon, ça ne va pas me rapporter comme ça. Donc j'étais en Libye, premièrement. Quand j'étais ici, en fait, je faisais un peu la maçonnerie là. Après, j'ai vu que ça ne va pas toujours. Je suis allé en Guinée. Bon, en Guinée, là-bas aussi, ça n'allait pas. Je suis venu ici au pays. Quand je suis venu au pays ici, vraiment, je me suis décidé de rester ici. J'ai appris l'élevage en plus. Je dis, avec tous ces métiers-là, si je me concentre avec tout ça, là, ça va aller mieux, quoi. Si la diaspora reste le poumon financier de la commune, finançant des initiatives locales, les autorités tentent aujourd'hui de briser le mythe de l'Eldorado clandestin. Derrière des réussites visibles, se cachent trop souvent des chemins de souffrance. Partout où ils sont, ils s'arrangent quand même à se mettre en communauté. Voilà, et à travers ces communautés-là, voilà, quand il y a des initiatives au niveau de leur village, au niveau de la commune, voilà, ils font de leur mieux en tout cas pour accompagner. Il y a plus de 30 ans, 40 ans voilà, que les gens d'ici ont commencé à aller à l'extérieur. Voilà, et certains, comme vous l'avez dit, sont passés par la voie clandestine. Voilà, donc pour une situation qui a duré pendant longtemps, voilà, ce n'est pas tout de suite et maintenant qu'on peut y arriver vraiment à y mettre fin. C'est un processus, voilà, et nous espérons qu'au fur et à mesure, voilà, les uns et les autres vont comprendre. Je ne peux pas dire que c'est mal, mais rester au pays aussi, faire sa recherche aussi, en tout cas, c'est bien. Tu es avec sa famille, en tout cas. Je souhaite que toute jeune de Niaogo mette dans leur tête qu'ils peuvent travailler ici à Niaogo et puis réussir. Il y a plusieurs domaines, il y a l'élevage, il y a le commerce, il y a la mariculture. Nous qu'on est sortis voir là, on a déjà vu. Donc on peut quand même conseiller à quelqu'un de savoir que le dehors là n'est pas forcément un chemin de réussite. Face à cette culture du départ, une alternative tente de s'imposer. Le centre de formation en couture Amazon accueille 46 apprenants, dont des jeunes déscolarisés. C'est le fruit de notre amitié entre la Dembourg et les villes de Niaogo, Garango, Bousouma et Komtuega, voilà, qui a fait naître ce centre. Le centre de formation professionnelle de Niaogo, et depuis 2024. Pour la formation, ça se passe sur 3 ans, dont une année certificat de qualification professionnelle. Au bout de 3 ans, 2-3 ans, le brevet de qualification professionnelle. La formation professionnelle est en arrière-plan. Je préfère beaucoup plus l'aventure que vraiment de trouver un métier à faire. Mais implantation au niveau de Niaogo, de Godo précisément, c'est pour vraiment inciter les jeunes filles et garçons vraiment à se donner plus à la formation professionnelle, qui est vraiment un pilier. Ils ont commencé à comprendre que dans ce centre, on a beaucoup plus de jeunes filles. En plus des jeunes filles, on a des femmes. Ils ont commencé à prendre conscience. Et souvent même, il y a des moments d'échange avec elles. Ici, les jeunes filles bousculent les idées reçues. Non, elles ne rêvent pas toutes d'épouser un aventurier revenu d'Italie. Certaines rêvent d'ouvrir un atelier, de former d'autres jeunes, de gagner leur propre argent. Elles courent derrière des aventuriers pour qu'ils puissent faire leur devient. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour eux. Parce que, selon moi, je pense que si tu apprends un métier, c'est mieux. Donc, courir derrière l'argent des garçons aventuriers, je ne veux pas que c'est une bonne idée. Je conseille les filles d'apprendre un métier. Si tu es dans ton métier, tu as tout eu. Après ma formation, je souhaite ouvrir mon propre atelier pour pouvoir me dépendre des gens et de ma famille. Ce rêve, Armiyaou Compaoré le partage également. L'objectif, c'est de devenir un grand patron d'atelier, ouvrir un atelier et apprendre à des gens comment coudre et à ordonner les gens de venir s'inscrire au centre. Je suis en deuxième année. Je peux coudre un habit complet, chemise, pantalon, jupe et corsage dame.
J'ai décidé d'apprendre la couture pour chercher un avenir meilleur, pour travailler. C'est l'école que je faisais. J'ai abandonné à cause de la mauvaise compagnie. Malgré les préjugés, il persévère pour réaliser son rêve. D'autres disent que la couture c'est pour les femmes. Mais selon moi, apprendre le métier, il n'y a pas de sexe dedans. Oui, selon moi, la couture n'appartient pas à la femme. C'est pour l'humanité. Pour certains jeunes de la localité, la pêche a remplacé l'immigration. Amba, ancien cultivateur devenu pêcheur après avoir perdu ses terres, a trouvé dans les filets de quoi offrir un avenir à ses enfants, loin des mirages de l'immigration. Ils ont pris le sang là pour faire forêt. Maintenant, nous, on est actifs. Nous sommes les... Voilà. Donc maintenant, nous, quand on est venu, on n'a pas de terre pour travailler. C'est pourquoi moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. En 2001, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, mon âge là, c'est 20 ans. Quand je suis arrivé, j'ai testé tous les travailleurs là. Je vois que en tout cas, la pêche là, c'est mieux pour moi. Ça peut nourrir ma famille. Bon, en tout cas, à l'école, pour amener les enfants à l'école, la nourriture, tout ça, la santé, tout ça. En tout cas, quand j'ai fait ça, souvent aussi, nous, on paye les animaux, bon, les poulets. Souvent, il y a des temps aussi, il n'y a pas de poisson. Maintenant, c'est comme ça, donc on prend les poulets pour vendre. Bon, autant que l'école est commencée comme ça, ou bien c'est la nourriture qui manque. Souvent aussi, bon, la santé, bon, on peut vendre les moutons bon, pour donner et pour sauver ma famille. Parfois, quelques poissons sont grillés sur place, à même le feu. Un moment simple. Ah, on dirait que tu connais vraiment ce travail-là. Oui, je connais parce que c'est ici de la localité. Il y a des moments souvent que on vient ensemble, en groupe, on paye comme ça, on fume ça naturellement comme ça et puis on mange en groupe. Vous venez acheter avec les pêcheurs directement. Ça c'est naturel. Voilà, donc c'est plus intéressant quoi. Ah, c'est chaud d'abord, mais c'est que on va faire avec. Très bon. Ouais. Cette localité avance avec la force de sa jeunesse. Ici, la vie rurale n'est pas un frein, mais une source d'inspiration. À travers leurs gestes, leurs rires, leurs rêves, ces jeunes bâtissent leur avenir. Le rendez-vous est déjà pris pour une autre localité. Restez connectés.